différents métiers à la station d'étalonnage. C'est essentiellement vidiste, où là on a des personnes qui vont être capables de mettre en œuvre, dimensionner et vraiment d'utiliser tous les moyens et systèmes qui permettent de faire du vide à l'intérieur d'un cryostat ou d'une cuve à vide. On va avoir cryogéniste, où là on va avoir cryogéniste thermicien, où on va avoir des personnels qui vont être capables de faire du dimensionnement d'installations thermiques à l'intérieur, donc qui vont utiliser des fluides cryogéniques, à savoir de l'azote liquide essentiellement, un petit peu d'hélium gazeux pour les cryocouleurs, et qui vont être capables d'opérer ces matériels-là ou ces produits-là en toute sécurité. On va avoir du contrôle commande, où là on va être capable de définir un process de vide ou de cryogénie. On va être capable d'après de faire de la programmation pour certaines choses et on va être en interface avec des prestataires extérieurs et on va être capable de discuter avec des industriels. On va avoir également de l'électrotech, où tout ce qui est à l'intérieur d'une installation sous vide, voire même à l'extérieur, il faut qu'on l'alimente électriquement en toute sécurité. Donc là, on va définir des câbles, on va définir des systèmes de relais, des choses comme ça, qui permettent de contrôler, de mettre en œuvre une pompe à vide, un système de réchauffage d'un écran, une régulation en température, des ouvertures de vannes. Donc tout ça, c'est de l'électrotech. On va avoir des câbleurs, des personnes qui sont capables de faire du câblage. Donc du câblage, ça va être à la fois du câblage à l'intérieur d'une installation, donc c'est un câblage qui va sous vide, avec des spécificités qui peuvent être thermiques, donc cryogéniques, où là on va aller souder des fils qui vont être très 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 fins. Donc il faut qu'on puisse souder ces fils pour limiter au maximum l'apport de chaleur dans le cœur d'un instrument. Et on va avoir aussi du câblage en extérieur de cuve qui là va permettre d'amener les signaux sur nos systèmes d'acquisition qu'on a développés avec l'électrotech. On va avoir aussi des personnes qui vont être capables de mettre en œuvre un moyen de vibration type le pot vibrant et qui vont être capables de définir les spectres qui vont passer sur leur pot vibrant en fonction de ce qui est demandé pour la mise en œuvre d'un tir de fusée type Ariane 5 ou Soyouz. Voilà. Puis après, derrière, on a tous cette compétence qui est la gestion de la propreté dans une salle propre, où là, c'est vraiment primordial. C'est un peu une compétence générale qu'on a. La notion de vulgarisation, elle est très importante à l'IAS et il y a un partage de l'information. Je pense que les scientifiques et les équipes techniques sont très fiers des instruments qu'ils réalisent. Et en fait, de ce fait, tout le monde est impliqué. Alors au niveau de l'administration, on a aussi un métier qui est en constante évolution. D'une part par l'évolution des réglementations, notamment des réglementations financières et comptables, et les développements des outils, notamment tout ce qui est dématérialisation. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus à distance. On est dans le cadre des démarches qualité environnementale, donc suppression du papier. Donc c'est vrai qu'on a vécu la dématérialisation des factures. Avant, les factures arrivaient dans les laboratoires. Aujourd'hui, les laboratoires ne voient plus les factures. Elles arrivent à un endroit à Nancy pour tout le CNRS. Il va y avoir encore de grandes évolutions. Alors normalement, on devrait avoir un outil commun université-CNRS au niveau gestion, qui devrait voir le jour, qui est déjà en test et qui devrait, j'espère, voir le jour d'ici quelques années. Par exemple, on achète des composants électroniques qui peuvent coûter 4 à 5 000 euros la pièce, avec des délais de l'ordre de 36-40 semaines, parce qu'ils sont homologués spatial et qu'ils ont subi tout un tas de tests et ont passé donc, tous les tests pour pouvoir partir dans l'espace. Des composants électroniques, il peut y avoir des circuits intégrés ou ce qu'on appelle des FPGA. Il y a eu un très gros marché qui a été passé en 2017 pour l'approvisionnement de tous ces composants homologués spatial. Pour la mission MAGIS, c'est le gros projet sur lequel actuellement nous travaillons et qui génère énormément d'activités au niveau de l'administration. Quand je suis arrivé au LPSP en 1975, la recherche spatiale démarrait et l'astronomie spatiale démarrait.
Et on a commencé évidemment par envoyer des satellites dans les domaines, pour observer, dans des domaines où l'atmosphère était opaque, hein, mais où on disposait des technologies qui permettaient de faire des observations. Les gens qui s'intéressaient au submillimétrique savaient bien qu'on arriverait à faire ces mesures-là à partir du spatial, parce que l'atmosphère est émissive et opaque dans le domaine submillimétrique. Et il a fallu passer par une longue période d'apprentissage. Et ma vie professionnelle, ma vie de chercheur, ma vie d'ingénieur d'abord, de chercheur ensuite, ça a été cet apprentissage et de contribuer au développement, à l'ouverture de cette nouvelle fenêtre d'observation. Je m'étais impliqué dans l'IKS essentiellement pour essayer de trouver quel était le bon schéma optique et comment il fallait faire fonctionner ce canal image mesurant le noyau. Une fois les mesures acquises, eh bien, il fallait les interpréter et les publier. Et ça, il s'est trouvé que les gens motivés pour faire ça et capables d'en tirer quelque chose, il n'y en avait pas tant que ça. Et j'ai traité ces données, je les ai publiées, et j'en ai fait une thèse qui a été un élément qui a contribué et qui m'a permis ensuite de passer du statut d'ingénieur au statut de chercheur. Le corps des astronomes est un corps de l'éducation nationale. Donc, tout comme il y a des enseignants-chercheurs dont certains sont maîtres de conférences ou professeurs, il y a aussi un corps qui contient des astronomes adjoints et des astronomes, qui est l'équivalent des maîtres de conférences et professeurs. La spécificité des astronomes et des astronomes adjoints, c'est qu'ils doivent une partie de leur temps d'enseignement en ce qu'on appelle des tâches de service. Donc au lieu de faire un tiers de leur temps de travail en enseignement comme le font des professeurs ou des maîtres de conférences, on va devoir une certaine partie de notre temps en quelque sorte des travaux d'intérêt généraux qui vont être des services rendus à la communauté scientifique. Donc ça peut recouvrir des choses comme le maintien de bases de données, par exemple, la fourniture de services utiles à tout le monde. Le calcul d'éphémérides, par exemple, est un service. Et puis, donc, en ce qui me concerne, ma tâche de service a été pendant longtemps, et l'est toujours plus ou moins, le développement d'instrumentation, parce que quand on développe des instruments spatiaux qui vont servir à toute la communauté scientifique, on considère que ce travail passé pendant des années pour fabriquer ces instruments est un service rendu. Les 10 dernières années, ma tâche pour la communauté a été de développer cette instrumentation, et maintenant elle évolue en l'exploitation de ces instruments. C'est-à-dire que le fait d'envoyer des commandes quasiment quotidiennement ou tous les quelques jours à des instruments, c'est une tâche qui n'est pas forcément très rigolote une fois que les choses sont lancées, et donc qui est un service. La présence de tâches de service, donc ça peut être vu comme étant une tâche, mais ça peut aussi être vu par certaines personnes comme étant une partie vraiment intégrante du travail qui les intéresse vraiment. C'est mon cas, faire de l'instrumentation, ça ne me gêne pas, c'est ce que je ferais normalement. Donc je dirais quasiment que le métier d'astronome permet un contexte que je trouve intéressant pour certaines personnes qui feraient de toute façon, ou qui auraient envie de faire ces tâches. Ça permet une reconnaissance de ce travail. Ce qui m'intéresse, c'est la physico-chimie de la matière, alors en particulier là dans le système solaire, c'est ce qui m'intéresse le plus. Mon domaine de recherche, on va dire, comme raccourci, c'est l'astrochimie, puisque c'est le nom de l'équipe à laquelle j'appartiens. En fait, je dirais que ce qu'il y a de différent entre l'astrochimie et l'astrophysique, c'est que quand on fait de l'astrochimie, surtout si on a une formation de chimiste, c'est que le but premier, c'est de s'intéresser à la matière, aux molécules, on va dire d'une manière plus générale, mais de comprendre comment elles réagissent, elles interagissent, comment elles évoluent. Et donc, c'est un regard qui est nécessairement un regard vers la matière et son histoire et son évolution. À cause de ma formation initiale, qui est une formation de physico-chimiste, j'ai fait autant de physique que de chimie,
Mais j'ai été recrutée sur un poste rattaché au département de physique. Je suis un peu dans une position un peu métastable, on va dire, où à l'université, j'enseigne la chimie et la physique au niveau licence et master. C'est une position un peu instable parce que c'est pas dans les traditions ici à Orsay que de mélanger les genres ou de mélanger les domaines. Et ici, on a un département de physique qui est à part, un département de chimie qui est à part, et les personnes qui sont à l'interface des deux se retrouvent toujours un peu gênées aux entournures, on va dire. Bon. Mais bon, enfin, pour moi, c'est important d'avoir les deux. C'est important, en gros, d'être, comme je dis souvent, bilingue, de parler physique et chimie. D'abord parce que j'aime les deux, et ensuite parce que pour mon travail de recherche même, c'est important d'avoir les deux, et d'avoir les deux types de langage, les deux angles de vue pour traiter les projets de recherche sur lesquels je travaille. Et donc, continuer à enseigner les deux, ça me permet de garder mes bases, de garder mon cerveau en fait alerte dans les deux domaines.